Vostra. Évidemment qu'on veut que nos programmes soient écoutés. On reçoit nos audiences, on les regarde. De par notre financement et notre fonctionnement, cette préoccupation de l'audience, elle n'est pas vitale. Ce que je veux dire, c'est que notre vie en dépend pas. Donc, ça nous permet de prendre un peu plus de risques. Il y a un auteur ou une autrice derrière une écriture, un ton, une personnalité. Et donc, de donner sa chance plus longtemps à un programme, parce qu'on sait que c'est hyper long d'installer un programme. Bienvenue dans Médiarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie média. Ce podcast est proposé par Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Médiarama. J'accueille aujourd'hui Perrine Kervran, directrice générale d'Arte Radio depuis juin 2023. Donc on est un peu plus d'un an maintenant de ta prise de fonction. Donc on va évidemment parler de radio, de podcast et d'audio plus généralement. Merci d'avoir accepté l'invitation, Perrine. Eh bien, avec plaisir. Et alors, donc, je suis responsable éditoriale. Ah, d'accord. Ça fait moins chic, je sais pas, mais en tout cas, voilà, c'est mon titre. Le titre officiel. Mais c'est important parce qu'il y a beaucoup d'éditos dedans. Bien et sûr. c'est une bonne partie de tes fonctions, effectivement, donc de Arte Radio. Dans Arte, on aura l'occasion un peu d'en parler. Voilà, donc en préparant cet épisode, je voyais que tu es un pur produit de la radio, de l'audio, que tu as vraiment tracé ta route. Tu me parlais là juste avant qu'on démarre l'enregistrement que tu as fait ta première série de podcasts il y a 20 ans pour Arte Radio d'ailleurs. Et voilà, tu as quand même surtout comme particularité d'avoir été présente au lancement de programmes devenus cultes. Tu as commencé à la Maison de la Radio en intégrant la Fabrique de l'Histoire qui a démarré en 1998, qui a duré jusqu'en 2019, et puis tu es surtout connu évidemment pour avoir lancé le programme LSD, la série documentaire sur France Culture en 2016, et toujours diffusée. Heureusement sur les sinon, ondes. je ne saurais pas quoi écouter. Exactement. Toujours disponible en ondes et podcast, je disais. Donc ma première question pour toi, c'est quoi le secret des productions audio qui durent aussi longtemps, le secret de la longévité d'un programme? Si j'avais genre la recette, ce serait trop bien. Donc j'ai pas vraiment la recette. Après, si on parle de la Fabrique de l'Histoire, je pense que le secret déjà de la Fabrique de l'Histoire, c'était Emmanuel Laurentin. Donc c'est un producteur hyper brillant, hyper cultivé, hyper créatif, qui s'intéresse autant au fond qu'à la forme, pour qui la radio est vraiment une écriture. Donc ça, je pense que c'est déjà un point important pour qu'un programme dure longtemps, d'avoir quelqu'un qui peut vraiment l'habiter, le faire vivre, qui était capable de travailler en collectif, de réunir des gens autour de lui, qui pouvaient aussi lui apporter des idées, d'autres manières de voir. Donc il y a aussi cette idée d'un endroit un peu en ébullition. Et puis je pense aussi, et ça c'était vrai aussi pour LSD, d'avoir un cadre en fait assez rigide. Donc la Fabrique de l'Histoire, il y avait le lundi on fait ça, c'est un témoignage, le mardi c'est un documentaire, le mercredi, alors je sais plus exactement parce qu'en plus on la change plusieurs fois, mais mettons le mercredi c'est les archives et le jeudi c'est le débat, et on prend un thème et on le décline avec des formes. Mais un programme, en tout cas, voilà, un squelette qui fait que il y a un cadre hyper fort. Tu sais ce que tu fais. Voilà. Et LSD, il y avait aussi un cadre hyper fort. C'est-à-dire, c'est une série, mais c'est en 4 épisodes. Il faut qu'il y ait des experts, il faut qu'il y ait du témoignage. Donc, on avait des cadres. Et en fait, ce cadre, ça permet du coup aussi, une fois qu'on l'a accepté et qu'on s'est installé dedans, d'imaginer comment en sortir, comment le faire bouger, comment le faire changer. Et du coup, ça oblige à réfléchir, à avoir plein d'idées. Et je pense que ça aussi, ça aide... à la longévité. Ouais, à la longévité. Et tu aurais imaginé, toi, que ça puisse durer aussi longtemps quand tu as lancé ces programmes-là en disant, tiens, j'ai quelque chose, j'ai un cadre et c'est quelque chose qui va durer? C'est difficile de répondre. Je ne sais pas si je me disais que ça pouvait durer, mais en tout cas, à France Culture, moi, quand je suis arrivée, c'était donc 98, quelque chose comme ça. Et c'était la fin des Nuits Magnétiques, mais qui était un programme midi qui avait duré... hyper longtemps. Il y avait des émissions, Une vie, une œuvre, qui existaient depuis des dizaines d'années. Donc, j'avais des exemples d'émissions comme ça qui pouvaient durer hyper longtemps. Donc, pour moi, c'était possible. Et puis, après... Le truc aussi, par exemple, la Fabrique de l'Histoire, elle a bougé régulièrement. Au début, c'était des hebdos, après, c'était quotidien, puis après, c'était comme si...
elle n'a pas arrêté d'évoluer, l'émission, donc il y a aussi ça. Le format a changé. Donc, il y a une forme de durée aussi, mais de manière de faire évoluer un le peu programme. Voilà. D'évolution. Donc, je ne sais pas si je pouvais imaginer que ça durait aussi longtemps, mais en tout cas, je pense que ce qui est important, c'est de se dire aussi qu'un programme, il faut lui laisser le temps de s'installer et de marcher. C'est-à-dire que LSD, par exemple, avec Marie-Vanna Bolivier, avec qui on l'a mis en place sur une idée de Sandrine Trainer, on a vraiment essayé de... Enfin, on a mis du temps avant de se dire, voilà, là, ça y est, on voit à peu près comment faire, on est bien, ça va pas, ça, on ne refera pas. Avant de changer, avant d'essayer de tordre le cadre. Voilà, c'est ça. Et donc, il faut, moi, je dirais que pour installer un programme, il faut qu'il existe au moins 1 ou 2 ans, quoi. D'accord. On se dit, ah bah voilà, ça y est, là, on est bien. Et hop, on peut et ça, c'est pas à... évident, et c'est mini aparté. Peut-être qu'on en parlera probablement tout à l'heure sur le financement, mais il y a quand même peu de maisons qui ont le luxe de pouvoir laisser s'installer un programme 1 an, 2 ans. En se disant, et après, on verra. Il y a évidemment le sujet de la monétisation, mais après, le temps que le rendez-vous se crée, etc., c'est un luxe. Je disais le mot luxe, mais c'est un luxe. Bah, c'est le luxe du service public aussi. Ouais. Donc, ça, et ça, moi, c'est vrai que j'ai travaillé quasiment exclusivement pour le service public. Et voilà, et d'ailleurs je suis très heureuse que ça ait pu se passer comme ça et que j'ai pu rester dans ce cadre-là du service public. Mais c'est vrai que c'est évidemment pas du tout pareil. Quand il y a une monétisation attendue, qu'il doit y avoir un retour sur investissement, c'est etc. beaucoup plus difficile. On en est hyper conscient. Ouais. On en parlera peut-être tout à l'heure justement, par exemple, sur le marché du podcast, le marché de l'audio. Et j'espère autant de succès à tes futures productions chez Arte Radio que toutes celles qui ont jalonné un peu ton parcours jusqu'à présent. Et là, on va vraiment plus parler d'Arte Radio. Et donc, je voulais d'abord faire un petit coucou, puisqu'en fait, j'avais déjà fait un épisode avec Chloé Assouplignan de Arte Radio, qui était pas un des premiers, mais un épisode qui remonte. On avait vraiment parlé un peu du métier de productrice, la manière dont vous fabriquiez vraiment les épisodes, les podcasts chez Arte Radio. Donc, voilà, un petit coucou. Mais là, on va prendre un peu plus de hauteur, parler vraiment plus d'Arte Radio. Reconnu comme précurseur, je relisais donc la baseline de Arte Radio sur le site que je vous invite à aller voir si vous y êtes pas encore allé, puisqu'on peut vous trouver partout bien sûr, mais le site est bien fait. Créatrice de podcasts depuis 2022, émissions, reportages, 2002. témoignages. J'ai dit 2022 ? Ouais, mais c'est les 20 ans. Voilà. Exactement, t'imagines, 2002. Émissions, reportages, témoignages et bruit passage. C'est une bonne définition. Ça reste aujourd'hui de plus d'actualité ce que vous faites. Alors moi je dirais que oui, que ça reste vraiment ce qu'on fait. Moi je dis souvent, pour résumer, c'est un peu raconter les vies qu'on mène, mais qu'on mène tous et toutes, c'est-à-dire toutes les vies. Des vies très quotidiennes, des vies très exceptionnelles. Banales, insolites. Du banal à ce qui nous paraît moins banal, ce qui est banal pour les uns, complètement fou pour les autres. Donc il y a vraiment ce côté, les vies qu'on mène, et ce que je trouve, il y a aussi une autre tendance, enfin quelque chose qui vraiment accompagne tous les programmes, c'est la tendresse qu'on a sur les personnages qu'on enregistre, aussi complexes, aussi parfois sombres qu'ils puissent être. Il y a une espèce de tendresse, de bienveillance, d'essayer de pas être complètement braqué au départ. Donc ça, je trouve que ça s'entend en fait dans la manière dont on donne la parole aux gens. Ouais. Cette espèce de tendresse, c'est peut-être pas toujours le bon mot pour tout, mais en tout cas c'est quelque chose qui pour moi... Non, mais un peu de bienveillance, donner la parole, pas de jugement. Ouais. Et puis la question de la nuance, d'essayer d'aller un peu dans les zones un peu grises. Les choses, elles sont toujours plus complexes et on arrive avec une idée. Puis en fait, quand on enregistre la personne, ça s'avère plus complexe que ce qu'on pensait. Et voilà, je trouve que ça nous résume aussi. Et un grand sérieux dans la manière de travailler, mais on ne se prend pas au sérieux. Donc il y a aussi ce truc de toujours... Oui, c'est des cas, mais qu'on comprend bien. Sérieux sur la production, la qualité, etc. Mais sans être non plus trop strict, surtout être capable de faire des petits pas de côté, etc. Puis pas penser que vous êtes au-dessus de tout le monde, etc. Et puis on est toujours d'accord de se moquer de nous-mêmes, en tout cas. C'est important. Ça nous prend beaucoup de temps. Écoute, ça c'est pas mal. Est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres pour qu'on resitue un petit peu Arte Radio dans tout ce paysage? Combien de programmes disponibles, combien d'épisodes ça représente, combien d'auditeurs, si tu as une idée un peu de ces chiffres? Alors, il y a plus de 2500 sons qui sont en ligne. Donc, un son, c'est un épisode, un unitaire, enfin voilà. On dit son. Alors vous dites un son, une unité, un épisode, un programme, pas un programme, pardon, un son. Voilà. Donc, plus de 2500 sons en ligne. Et je dirais, on en a parlé il y a quelques jours,
en gros, je pense qu'on doit produire à peu près entre 120, 130 épisodes par an. Enfin, épisode, unité de... Voilà. C'est pas tant que ça. C'est pas tant que ça, mais après, on est une adorable petite équipe. Oui, je disais, vous êtes quoi. 10, hein, je crois, une dizaine. Voilà, on est en gros... hier, au début de semaine, on a fait une réunion, on était tous ensemble, et on s'est dit, tiens, ça y est, on est 14. Donc, il y a des gens qui sont à mi-temps, il y a des gens qui sont à plein temps. Voilà, donc si après on résume ça, il y a des gens qui sont en alternance, il y a des gens qui sont en stage. Mais oui, il y a gravite un peu, mais voilà, il y avait 14 personnes dans la salle et on se disait ça commence à être sérieux. C'est une belle équipe. Ouais, donc effectivement, tu ramènes un peu ça par personne. Oui, ça fait quand même, c'est quand même du boulot. Vous ennuyez pas, mais voilà, c'est pas une énorme machine non plus. Donc il faut aussi choisir pas mal les programmes. On parlera justement aussi un peu de comment vous sélectionnez les programmes sur le nombre d'auditeurs. Est-ce que tu as une idée un petit peu vous êtes à la CPM? Alors, ce qu'on sait, on a des audiences régulières. En gros, on sait qu'on a à peu près plus de 2 millions d'écoutes par mois. Et par exemple, en mars, c'était un super mois. On avait 2600... voilà. D'accord. Ouais. C'est pas mal, 2 millions d'écoutes par mois pour le nombre de programmes, etc. Ouais. Et pardon, je reviens juste en arrière sur les 2500. Ça comprend tout ce qui a été produit depuis 2002 chez Arte Radio. Il y a des choses que vous avez supprimées parce qu'en fait, ça n'a vraiment plus... Vous avez honte ou... Non, alors il y a des choses En fait, on est obligé de supprimer certaines choses parce qu'on a des accords avec les sociétés d'auteurs. On ne peut pas avoir plus de 2000... en gros, entre 2000 et 2500 sons sur la plateforme. Donc, on est régulièrement obligé d'en supprimer. Pardon, je peux poser la question, c'est peut-être technique et chiant, mais pourquoi vous êtes obligé d'avoir un maximum de sons sur la plateforme? C'est une limite technique Non, c'est pas une limite technique, c'est vraiment une limite de droit d'auteur. En gros, voilà, moi, je n'ai pas de l'historique. Sylvain Gir pourrait expliquer exactement pourrait expliquer ça hyper bien. Ou Chloé aussi, Chloé Assous-Plugnan. Mais en tout cas, voilà, moi je sais que c'est un truc récurrent du coup dans le bureau, qu'est-ce qu'on enlève. D'accord. Et donc on regarde évidemment dans les productions les plus anciennes des choses. Voilà, est-ce qu'on se dit, bon bah voilà, ce son-là, il n'a plus été écouté depuis tant de temps, ou ce son-là, bon bah voilà, et on essaye d'enlever comme ça. Alors c'est à chaque fois un peu un crève-cœur parce que c'est aussi des archives et puis ça raconte une histoire, ça raconte une évolution et c'est assez drôle de voir ce qu'on pouvait enregistrer, dire et diffuser il y a donc maintenant 22 ans. Qui ne doivent pas du tout être la même chose en disant est-ce qu'on pourrait encore faire ça aujourd'hui. Il y a tantôt on se dit oh là là, mais comment on pourrait pas faire ça aujourd'hui. Donc je trouve ça aussi dommage de l'enlever parce que ça raconte quelque chose, mais bon, voilà, on est un peu tenu de le faire. Ouais, il y aurait des belles rétrospectives à faire probablement, des choses... Des trucs que vous ne pourriez pas écouter aujourd'hui. Non. Et pardon, c'est pas des choses qui peuvent aller à l'INA? Non, ça n'a aucun rapport, on pourrait pas imaginer. Je sais pas comment ça fonctionne, il faudrait que je me renseigne là-dessus. Tu contactes Antoine Beillet. Ouais, voilà, je vais... voir avec lui s'il y a quelque chose à faire à mettre. Ok, donc les auditeurs, donc voilà... quelque chose qui tourne, quoi. Vous avez 2 millions d'écoutes, vos sons. Et je le disais, donc il y a le site, mais où est-ce qu'on peut retrouver les programmes d'Arte Radio et où est-ce que vous êtes le plus consommé? Alors, le terme peut-être pas écouté, on va dire, c'est mieux. En gros, on a évidemment le site et l'app Arte Radio. Et donc d'ailleurs, il y a une refonte en cours de l'app et du site. Parce qu'on sait que parfois les auditeurs ne sont pas très contents de notre application et de notre site, mais on est en train de travailler dessus. Là aussi, on n'a pas des moyens énormes non plus, quoi. Donc tout ça correspond aussi à nos possibilités. Et on écoute évidemment sur Spotify, Apple, Deezer, Podcast Addict aussi. On est sur la plateforme de Radio France. Et on est le plus écouté sur Spotify. D'accord. Je crois qu'il y a 35% de nos écoutes qui sont sur Spotify. Et puis sinon, c'est en gros YouTube aussi beaucoup. Donc à peu près 17% par exemple sur notre site et notre app. Ce qui est quand même pas mal, quoi. Les gens viennent voir, les gens viennent, découvrir. Et puis 15% par exemple sur Apple. Ouais. Voilà. Qui historiquement en France c'était quand même le gros acteur de distribution du podcast. Mais donc Spotify, il y a quand même. Ouais, nous on est très très écoutés sur Spotify. Vous avez un accord avec eux? Vous les avez rencontrés ou... Même les gens d'Apple, c'est vraiment, ça s'entretient. C'est-à-dire, on rencontre les gens, on discute avec eux, on leur raconte les programmes à venir, on se rencontre. Enfin, c'est aussi un échange d'idées et de tendances pour qu'ils soient au courant de ce qu'on fait, de ce qu'on va programmer, quoi. Et pour le fait que Spotify soit bien au-dessus, tu aurais une explication? Est-ce que c'est...
Ça correspond bien. Est-ce que vous avez été bien mis en avant? Je pense qu'ils doivent super bien nous mettre en avant. On les remercie Ouais. et on est content que ça continue. Après, je pense aussi le fait que les écoutes sur notre site et notre app restent quand même importantes. C'est lié aussi au fait que comme on était un précurseur, voilà, comme en 2002, il n'y avait pas encore toutes ces plateformes. Et donc nous, Arte Radio à l'époque, donc Sylvain Gir, Christophe Rowe, quand ils ont inventé tout ça, c'était aussi... de fait, c'est né sur une plateforme et après il y a eu l'app, mais il n'y avait pas le choix en fait. Ouais, historiquement, il n'y avait Donc, rien. Si on voulait écouter, c'était là-dessus. Ça s'est construit comme ça, quoi. Comme une destination, un Ouais. site où on va écouter la plateforme. Et c'est seulement après que vous êtes sorti un petit peu. Voilà. Bon, très clair. Là, on parle vraiment donc, de production d'émissions. Est-ce que c'est la principale activité d'Arte Radio? Il y a un peu d'édition, j'ai vu. Oui, on fait un peu d'édition. Alors, généralement, c'est des coéditions avec des éditeurs extérieurs et avec le service d'édition d'Arte, Arte Édition. Donc, mais c'est pas du tout l'essentiel de notre activité, quoi. Ça, on le fait effectivement quand... De manière opportuniste, voilà, quand tu sens qu'il y a un projet un peu sympa. Et notamment sur les magazines récurrents, Un podcast à soi, Vivons heureux avant la fin du monde, Bookmakers. Là, du coup, c'est des podcasts récurrents que les gens ont l'habitude de retrouver. Pour certains, il y en a qui attendent les épisodes. Et donc là, il y a matière à imaginer quelque chose qui puisse passer par le livre, quoi. Ouais. On imagine aussi, on a eu pas mal et ça, je trouve que c'est hyper intéressant, de podcasts qui sont devenus des bandes dessinées. Ou par exemple, là, récemment, Jack Souvent, il est parti donc, pour faire un podcast avec Morgane Navarro qui lui partait pour faire une bande dessinée. Tout ça donc avec Dargo. Et... en fait, c'était hyper intéressant parce que c'est un travail en parallèle, c'est-à-dire qu'ils sont partis ensemble, c'était un road trip ensemble sur les traces de Hunter S. Thompson, donc le père du gonzo-journalisme, et l'un faisait son podcast et l'autre faisait sa bande dessinée. Et donc à l'arrivée, pour l'auditeur, il y a une bande dessinée et un podcast, et pour le lecteur de bande dessinée, il y a la bande dessinée et aussi un podcast qui sont très différents. Ouais, c'est sympa, mais qui ont été faits en même temps, Voilà. avec des trucs qui s'entrecroisent, Voilà. en tout cas dans la perception et la donc manière ça, dont ils ont typiquement, vécu c'est hyper intéressant, trip. et il y a eu plein de choses entre la bande dessinée et le podcast, et je trouve que ça, c'est quelque chose qui est hyper intéressant à développer. Ouais, et donc et ça, par exemple, c'est des idées que vous essayez de tirer, ou en fonction des projets, vous Ça dites, dépend tiens, des ça peut être... Vous avez cette liberté-là. Oui. Tu peux dire, tiens, là, j'ai envie de faire ce projet-là. Ça... Après, il faut voir si c'est possible. Bien sûr, Et il y a on peut la en question parler. du financement, la technique, etc., mais vous ne vous interdisez rien. Ouais. Ça, c'est quand même pas mal. Et j'ai vu dans les autres services proposés par Arte Radio, Audioblog, ouvert aux créateurs de contenu, c'est quelque chose qui continue de vivre, que vous poussez. Et qui est hyper important, en fait. Donc, c'est Thomas Guillaume-Bataille qui s'en occupe, qui l'anime hyper bien. Il y a une newsletter, il met des contenus en avant. En fait, c'est vraiment une manière de proposer une plateforme pour que les créateurs amateurs, avec tous les guillemets que ça suppose, puissent mettre leur production en ligne pour qu'on puisse les écouter. Et elles sont mises en avant, et elles sont présentées, et il les choisit, et donc il y a vraiment des choses super à écouter, et il y a aussi plein d'informations pour les gens qui veulent faire du podcast, donc comment faire une prise de ressources, son, quel matériel choisir, comment faire une ambiance, comment faire du montage, et plein d'interviews vraiment dans la durée, dans la longueur, de créateurs de podcasts. Je pense, par exemple, Delphine Saltel, elle a été interviewée, Élise Andrieux, Jack Souvent, là, on vient d'en parler. Voilà, plein de gens, Arnaud Forest, les réalisateurs, Samuel Hirsch, les réalisateurs d'Arte Radio, et puis plein d'autres gens qui ne travaillent pas forcément pour Arte Radio, mais en tout cas, qui sont interviewés et qui racontent comment ils travaillent. Et qui doivent inspirer un petit peu cette communauté. Voilà. Et donc, vous recevez beaucoup de il y a énormément de sons, c'est un gros boulot pour Thomas, et il y a aussi, et ça c'est lié à cette plateforme, donc Thomas il organise un concours tous les ans, un concours de sons au moment de l'été, donc les gens enregistrent pendant l'été, et là par exemple cette année il devait enregistrer une histoire racontée par un enfant, une histoire autobiographique à la première personne, il devait donc enregistrer un enfant de leur entourage ou qu'ils ont croisé en vacances. Et donc, c'est un concours qui est organisé avec Télérama aussi. Et donc, on s'est réunis, on a écouté. Lui, il avait fait une énorme présélection. Ouais, j'imagine. Il reçoit des centaines, voilà. Et nous, après, on en écoute en gros une vingtaine et on choisit les gagnants. Et le gagnant est mis en ligne sur Arte Radio. Voilà. Donc là, évidemment, comme c'était des enfants, on a été
beaucoup plus sympa. Et donc, il y aura 6 sons qui seront mis en ligne. D'accord, des petites histoires de quelques C'est minutes. hyper mignon. C'est hyper mignon. Ouais, c'est super. Moi, j'imagine que ça doit être assez attendrissant Ouais. d'écouter 20 histoires comme ça, en espérant qu'il n'y ait pas des choses trop dures. Ah, il y a des choses dures aussi, bien sûr, ouais, parce qu'ils ont... Parce qu'ils ont leur... parce qu'il y a ils mènent les mêmes vies que nous. Bien sûr, il y a donc, des accidents de vie, il y parfois, a c'est plein pas de choses. génial. Ouais, j'imagine, ça doit être assez impressionnant. Et donc, pardon, et sur Audioblog, il y a aussi des choses, un peu des ovnis, des choses qui sortent de nulle part, et tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ces sons-là? Non, vous avez des disons qu'il y a- pépites qui sortent Il y a quand des même. choses comme ça. Enfin, ça, c'est vraiment Thomas qui en parlerait le mieux parce qu'il Ouais. connaît ça hyper bien. Mais en fait, ça peut être des travaux d'étudiants, ça peut être des choses un peu lunaires, des choses très artistiques, des choses purement sonores. Il y a vraiment de tout, quoi. Il y a vraiment tout, ça doit être intéressant. Je me Donc, souviens de quelque chose, Audioblog, par ouais. exemple, que j'ai écouté il y a pas longtemps, qui était assez beau. C'était quelqu'un qui racontait, qui était enregistré près de sa fenêtre et qui parlait de sa vie, mais qui racontait aussi ce qui se passait par la fenêtre. Et du coup, Il décrivait un peu ouais, ce qui... c'était super beau. Ouais, il y a des choses un peu poétiques comme ça, hein, des choses tu te dis, mais pourquoi faire ça? Et puis en Ouais, fait, voilà. t'es pris dedans. Arte, on disait, c'est un donc, service public, offre publique. Je vais pas rentrer dans le détail de Arte France, Arte Allemagne, les différences, etc. Mais donc, financé à 95% par la France et l'Allemagne. Est-ce que vous, Arte Radio, vous avez d'autres sources de financement, par exemple? Non, pas du tout. Pas du tout. Et les 5% restants? Je n'en sais rien du Tu tout. n'en sais rien? Du coup, je me C'est suis la dit, question tiens, piège. Je vais aller me renseigner. Qu'est-ce que c'est que ça? Je crois qu'il y a peut-être un peu des parrainages, des mécénats, des choses comme ça. Je vais me renseigner. Bon, on Je saura ne sais pas. En tout cas, voilà, sinon c'est bien 50-50. Et donc, vous, les recettes, quand il y a d'édition, bon, ça reste pour Arte Radio et ça te permet, toi, d'un peu... C'est compliqué. mettre du beurre dans les épinards. Je pense que comme c'est des coéditions, ça va aussi à Arte, au service édition d'Arte. Enfin, c'est tout un truc de Nous, en financement. gros, le fonctionnement, c'est chaque année. D'ailleurs, là, c'est le moment où Chloé est en train de travailler là-dessus. On demande un budget annuel. Et donc, en fonction des dépenses qu'on a faites l'année d'avant, on ajuste le budget, demander un peu plus là, un peu moins là. Et donc, voilà, ça fonctionne vraiment comme ça. Et après, on nous accorde ou pas ce budget. Et parfois, on nous en donne un peu moins. Enfin, voilà. Ouais. Mais c'est des choses qui se négocient tous les ans. Et au que tu sein dois d'Arte, justifier ce que Bien tu vas sûr, faire, ouais, etc. évidemment, Et les tendances sont plutôt à la hausse, à la baisse, stable. Alors, comme tout le monde, hein, le moment est difficile, à la fois politiquement et à la fois pour le service public, on le sait tous. Mais en tout cas, on ne nous a pas demandé de baisse. C'est déjà ça. On croise les doigts pour que cette négociation aille jusqu'au bout et que vous puissiez continuer de financer vos programmes. C'est quoi d'ailleurs les programmes phares aujourd'hui, si tu dois citer les plus écoutés? Alors pas forcément d'ailleurs. Ouais. En tout cas, les deux, comme on dit d'une manière assez triviale, locomotives d'Arte Radio, c'est donc un podcast à soi, le podcast de Charlotte Bien-Aimée, son podcast féministe, et puis le podcast de Delphine Saltel, Vivons heureux avant la fin du monde, qui sont des podcasts qui marchent vraiment bien. C'est à peu près, par exemple, pour... en gros, alors ça dépend d'un mois à l'autre, mais bon. Mais des fourchettes. Voilà, on est à peu près sur... c'est 13% de nos écoutes, par exemple, un podcast à soi, et 13% aussi à peu près vivons. Donc c'est beaucoup. D'accord, c'est 200, 250 000 écoutes voilà, par mois. Voilà, exactement. Et ce qui marche bien aussi, c'est le flux à suivre, qui est notre flux de séries. Et évidemment, Lapinville. Lapinville, la chute de Lapinville, qu'on appelle Lapinville dans le bureau. Donc, la chute de Lapinville, là, c'est 36% de nos écoutes. C'est aussi lié au fait que c'est une émission quotidienne, évidemment. Oui, mécaniquement, ça fait plus... Ça cartonne plus. Enfin, je veux dire, voilà, ça génère forcément plus d'écoutes, quoi. On en parlera de Lapinville quand même, parce que le format est très original et il y a des choses à dire dessus. C'est quoi un bon programme ? Qu'est-ce qui fait le bon et le mauvais programme chez Arte Radio ? Déjà, je pense que c'est un programme qu'on a envie d'écouter, nous. Ouais. Voilà. Donc vous êtes vos premiers auditeurs ? Ouais, on est nos premiers auditeurs. En tout cas, moi, je suis une auditrice depuis sa création d'Arte Radio. Donc, il faut que ce soit un programme qu'on a envie d'écouter. Tu continues d'écouter beaucoup de podcasts ? Oui, bien sûr, ouais. En tant que, pas juste critique pour voir, etc., mais vraiment... Là, en venant, j'écoutais une fiction de Claire Richard sur Radio France, sur France Culture. Alors, j'ai pas retenu le titre, évidemment, mais c'est sur... en gros, c'est un peu sur le modèle des relations entre Yann Andrea et Marguerite Duras, donc ces relations étranges entre artistes et...
jeune wannabe qui s'approche d'une artiste très âgée et ça fait des espèces de relations un peu toxiques, très étranges, voilà, avec plein de fantômes qui planent. Et donc j'écécoutais ça en venant, c'était super. Donc tu écoutes encore des podcasts. Ouais, donc il faut que ce soit donc chez Arte des podcasts qui vous plaisent à vous en premier lieu. Oui, il faut qu'on ait envie de l'écouter. Et puis c'est difficile de dire. Il faut que ce soit quelque chose qui n'ait pas été déjà fait et refait et qu'on a déjà entendu et en se disant ah bah oui, bonne idée, on va faire la même chose. Il faut pas non plus que ce soit quelque chose où on se dit bon bah, ça va intéresser vraiment qui ça va intéresser, une toute petite niche, une toute petite minorité. Bon après quand bien même le podcast il fonctionne aussi par communauté, donc c'est pas du tout la même chose qu'une radio où très large. On parle, c'est la différence entre parler à chacun, parler à tous, parler à certains, enfin bref. Il y a toutes ces questions-là. Mais on se pose ces questions-là. Je dirais, il faut qu'on sente qu'il y a un auteur, parce que pour nous, c'est hyper important. On est vraiment dans une démarche de politique d'auteur, entre guillemets. Donc, il faut on sent qu'il y a un auteur ou une autrice derrière, une écriture, un ton, une personnalité. Ça, c'est hyper important. Il faut que ça transparaisse dans le projet. Et éventuellement, l'idéal, on se dit, ah bah oui, on n'y a pas pensé, pourquoi on n'y a pas pensé, super bonne idée, bien, voilà. Oui, il y a le côté aussi, de temps en temps, on dit, mais bien sûr, là, il n'y a pas longtemps, on a reçu un projet sur quelqu'un, enfin voilà, en gros, le projet, c'est autour de d'une histoire de cars de ramassage scolaire à la campagne. Bon, on n'avait jamais fait ça, alors qu'il y avait la moitié des gens d'Arte Radio qui avaient 3000 souvenirs de cars, d'aller au lycée ou au collège en car, de bus, voilà. Et on s'est dit, bah, c'est une super idée. Et ça permet de raconter plein d'autres choses aussi. Voilà, donc là, voilà. Oui, c'est là que tu l'entends pas, tu dis, bah, spontanément, il va y avoir 1000 histoires un peu intéressantes. Donc voilà, donc ça, c'est ce genre de choses, quoi. Et on en parlait par rapport à l'écoute. Est-ce qu'il y a un bon programme est forcément bien écouté, à l'inverse, un programme qui est peu écouté, est-ce que c'est un mauvais programme ? Est-ce que c'est quand même une jauge importante ? Alors, évidemment qu'on veut que nos programmes soient écoutés. C'est-à-dire, même si on est le service public, et même si on est là aussi pour offrir et proposer quelque chose où on se dit, bon, bah, ça va peut-être pas faire une audience de fou, mais ça va faire une audience, ça va trouver son public, et c'est important de proposer ça. Mais en même temps, évidemment qu'on veut que nos programmes soient écoutés, on reçoit nos audiences, on les regarde, et si un programme est absolument pas écouté, on va se demander qu'est-ce qui se passe. À côté, voilà, on va pas se dire ah super, ce programme marche pas, c'est pile ce mais que on l'adore. Donc évidemment qu'on va se poser des questions, quoi. Mais après, on garde aussi en tête, et ça c'est lié au service public, nous, de par notre financement et notre fonctionnement, cette préoccupation de l'audience, elle n'est pas vitale. Ce que je veux dire, c'est que notre vie en dépend pas. Donc, ça nous permet de prendre un peu plus de risques, de donner sa chance plus longtemps à un programme, parce qu'on sait que c'est hyper long d'installer un programme. Donc, c'est un peu tout ça mélangé, quoi. Ouais. Mais par exemple, toi, tu fais des rapports, là, quand on parle de négociation du budget, tu dois justifier du succès de ce que tu as fait, on te demande des chiffres certifiés dans le détail, où en fait, non, on te fait confiance, c'est le service public, on voit que vous êtes visible, tant qu'on arrive un peu à parler d'Arte Radio, que tu as un peu de RP, et que tu produis quand même, tu as montré qu'on avait produit, que donc les gens étaient occupés, ça suffit. C'est à peu près ça. Après, évidemment, qu'on nous dit, voilà, c'est un peu comme dans n'importe quelle entreprise, on a des entretiens annuels dans lesquels on fixe des objectifs, et dans ces objectifs, il y a augmenter l'audience. Ouais. Bon, il n'y a pas de chiffre, il n'y a pas de but, il n'y a pas de il y a pas un chiffre précis avec un délai. Voilà. Mais évidemment que c'est dans nos objectifs et on l'a en tête et c'est aussi ce qu'on souhaite, quoi. Ouais. Donc voilà, quand je dis que on a autour de 2 millions d'audience par mois, bon bah c'est bien que si ça reste dans cette sphère-là, et si tout d'un coup on est à 1 million, là il y a un problème. Il y a un problème, il faudra qu'on se pose des questions. Ouais. Mais en aucun cas, voilà, c'est pas du tout. On a comme ça en tête parfois, on se dit dans les médias privés, les gens ils reçoivent l'audience le matin, hop, ils sont convoqués. Enfin voilà, nous on n'est pas du tout on est dans quelque chose, on est dans une confiance et on est dans un temps long, quoi. Quel confort. Mais tout à fait. Et on en est bien conscient. c'est bien de dire. Comment enfin vous plutôt, décidez du lancement d'un programme entre de l'interne, de l'externe? C'est quoi un petit peu le chemin? On en avait parlé rapidement avec Chloé, mais là j'aimerais voir un peu cette répartition entre interne, externe, idées, des choses qui viennent d'audioblog peut-être, mais ça doit être assez rare. Il y a quand même pas mal d'auteurs indépendants qui vous contactent. Alors ça c'est la grande différence par exemple par rapport à
la manière dont ça fonctionnait à LSD. À LSD, c'était beaucoup des commandes qu'on passait à des auteurs qu'on connaît, avec lesquels on a l'habitude de travailler. C'est lié peut-être aussi au format qui est complexe, intimidant, enfin bref. À Arte Radio, une des raisons d'être, en tout cas de ce qui nous procure beaucoup de joie et de satisfaction Arte Radio, c'est que c'est une plateforme qui permet à des jeunes auteurs de démarrer. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a aucune expérience, qui n'a pas fait une école de journalisme, ou qui n'a pas fait 3000 stages de formation à la prise de son ou au storytelling, s'il a une bonne idée et qu'il nous a écrit un mail et qu'on voit qu'il y a une personnalité, qu'il y a quelqu'un qui a un truc, parfois ça peut même être 3 lignes, enfin... Évidemment, on préfère avoir un projet en 2 pages, à peu près bien construit, tout ça, mais ça peut aussi être ça. Et donc, on a cette possibilité de dire à quelqu'un qui n'a aucun point, bah viens, on va faire ton podcast. Et on va faire peut-être un podcast de 15 minutes ou de 20 minutes. Et on va vraiment bien l'accompagner, à la fois pour l'écriture de la voix, pour la question du montage. En plus, on forme les auteurs. Donc, quand il y a un auteur qui vient avec un projet, on lui apprend la prise de son. Il a une formation, il part avec notre matériel. Ensuite, il a une formation de montage. Donc, il fait son montage lui-même. Donc, de toute manière, on est aussi... un petit organisme de formation, quoi. Donc on peut vraiment aider les auteurs à mettre en place leurs idées et du coup faire débuter des gens. Et ça, c'est hyper satisfaisant. Et c'est un plaisir et c'est vraiment, vraiment chouette. Et puis, vu l'expérience et l'habitude qu'ont, par exemple, Charlie Marcelet, Arnaud Forest, Samuel Hirsch, qui sont les 3 réalisateurs historiques d'Arte Radio, et désormais Annabelle Brouard qui nous a rejoints, de travailler avec des auteurs. C'est des réalisateurs qui ont un talent énorme, donc ils peuvent vraiment accompagner complètement les auteurs, les autrices, les auteurices qui arrivent. Et du coup, il y a vraiment... C'est assez vertueux et on peut faire démarrer des gens. Donc, on reçoit en fait énormément de projets à Arte Radio. Moi, j'ai été hyper surprise au début, mais on reçoit vraiment une masse de projets. C'est genre quoi, tu saurais dire? C'est 1-2 par jour? Ça peut être parfois, on en reçoit 3 dans la journée, on en reçoit au minimum 1 par jour. Enfin, donc on a une espèce d'avalanche de projets, et c'est super. Donc ça, il ne faut pas que ça s'arrête. Mais ça demande une espèce de discipline de gestion avec Mélanie Femme, là, qui est en stage actuellement, et avec Mina Souchon, qui était en stage avant. On met au point des espèces de méthodes, de trucs de tri. Voilà. On met au point des systèmes pour pas se faire déborder, pour pas se faire déborder, et pour répondre à tout le monde, quoi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de super impressionnant. Et donc c'est un endroit où on passe moins de commandes qu'ailleurs, parce qu'en fait on reçoit beaucoup. Vous avez cette chance de recevoir beaucoup. Et ça, c'est vraiment super. Après, évidemment, qu'il y a des auteurs qui travaillent sur Arte Radio depuis 20 ans, 10 ans, 15 ans, avec qui on a l'habitude de travailler, et parfois on a une discussion parce qu'on est en train de manger ensemble ou parce qu'on est en train de boire un café ensemble, et il y a une idée qui naît, on en parle ensemble et hop, ça part comme ça. Donc ça c'est voilà. Donc c'est un peu ça le mix. Et je reviens, je voulais et quelques commandes évidemment, parfois on se dit voilà, on a une grande idée, on imagine quelqu'un, on voudrait faire ça, on pense à un tel ou un tel, on en parle, est-ce que ça t'intéresse, est-ce que ça t'intéresse pas, à quoi tu penses, et après ça devient son projet évidemment, puisqu'on reste vraiment dans cette préoccupation d'avoir des auteurs et des autrices, quoi. Ouais, je reviens un tout petit peu en arrière, je voulais pas te couper justement pour ceux qui vous envoient des programmes. Alors déjà, vous avez une page assez rigolote sur le site qui est comment se faire refuser un projet quand on l'envoie à Arte Radio. Donc celles et ceux qui écoutent et qui se disent bah tiens, j'ai une idée, je vais l'envoyer à Arte Radio, faites-le, mais allez d'abord lire cette page, mettez les chances de votre côté, puisque vous l'avez compris, il y a quand même beaucoup de projets qui sont envoyés, donc pour sortir un peu du lot quelque part, avoir une chance, il y a quand même si sur 2-3 lignes, il peut y avoir une très belle surprise, et tu le dis, et a priori vous regardez tous les projets qui vous sont envoyés, toutes les idées, mais il y a quand même quelques conseils, donc c'est comment se faire refuser un projet sur le site d'Arte Radio, c'est très sympa. Voilà, n'hésitez pas si vous voulez bosser avec Arte Radio, et c'est donc autrices et auteurs avec qui vous allez travailler, qui sont indépendants, peut-être des amateurs, peut-être des étudiants, peu importe. Est-ce qu'ils sont rémunérés? Comment ça se passe? C'est alors une on pige? Les paye pas. Vous les payez pas? non, bien sûr. Parce que tu les formes, donc quelque part, tu vois. Non, évidemment, non, ils sont rémunérés, évidemment, bien sûr. Oui, donc, on a Écoute, ça paraît évident, mais je sais pas, j'imagine, je suis un étudiant, je me dis, ah bah tiens, ça va être une chance, je vais bosser avec Arte Radio. Non. Ça, mon nom va être cité, tu sais, je te paye pas, mais ton nom va être cité, tu vas gagner. Non, on fait pas du tout ça. Non, on fait pas ça. D'ailleurs, même pour les concours, les gens dont les projets qui participent au concours de l'été,
été et dont les projets sont ensuite mis en ligne sur Arte Radio, ils ont une pige. Ouais. Voilà. Donc, bon, ils n'ont pas la pige du siècle, mais Non, ils ont mais une pige, évidemment, on ne va pas non plus... voilà. Mais donc, évidemment, oui, les auteurs et les autrices sont payés, quel que soit le projet qu'ils font pour Arte Radio. Ils sont payés, on a mis au point avec Chloé Assous-Plignon et Mathilde Guermont-Pré aussi qui s'occupent de la prod des barèmes, donc en fonction de la complexité du projet, de la durée du projet. Voilà, si le projet il fait une demi-heure ou 1 heure, c'est pas pareil. S'il y a un seul personnage ou 5 personnages, bah, c'est pas pareil. S'il y a beaucoup d'ambiance, beaucoup de situations, bah, c'est un projet plus complexe. Le montage va être plus long, tout va être plus compliqué, donc il sera pas payé pareil. Voilà. Donc on a des barèmes en fonction de... En fonction de tout ça, c'est une petite matrice, et puis voilà. tu sais un peu... Et puis après, on fait une proposition aux auteurs, après ils l'acceptent ou ils l'acceptent pas. Voilà. Et les formations dont tu parles, là, ça fait partie de votre accompagnement, de votre service, quelque part, proposé pour faire de la qualité, et puis pour, dans cet esprit un peu d'entraide, et puis de faire grandir les gens. Pour la qualité du programme, c'est-à-dire qu'on veut que les gens puissent partir avec notre matériel, donc avec des Nagra ou avec des Mixpre pour que la prise de son soit bonne. On veut qu'il y ait de la stéréo, donc il faut qu'ils soient formés à la prise de son. Et donc tout ça, c'est hyper important. Ça contribue au fait que le programme, après, il sera beau. Et ça nous arrange aussi parce que du coup, on s'assure que ça va être monté sur le logiciel qu'on utilise nous, que ça va être enregistré sur le matériel qu'on connaît nous. Enfin, oui, tu mets les chances de ton côté d'éviter d'avoir un truc galère derrière à récupérer. Avec des sons à l'iPhone, des sons au Zoom, des sons en stéréo, d'autres en mono. Enfin voilà, une espèce de truc. Vous avez quand même votre petit cahier des charges Arte Radio. Ouais. Ok. Et par rapport au projet, je pense que c'est aussi important de dire ça. C'est-à-dire que donc moi, je reçois énormément de projets. Je fais une espèce de présélection. Et puis, on a des comités éditoriaux, on a mis ça en place cette année, des comités éditoriaux tous les 2 mois, on va dire, quelque chose comme ça, tous les mois et demi, 2 mois, où on regarde des projets collectivement, donc avec les réalisateurs d'Arte Radio, avec Chloé et Mathilde. Et donc, on discute de ces projets ensemble, on prend des décisions collectives, on voit ce qui nous intéresse moins, comment on pourrait faire en sorte que tel projet, par exemple, qui est démesuré, infaisable, une série en 20 épisodes d'1 heure, elle a l'air super, mais on ne va pas faire ça. Comment on pourrait éventuellement la reboutiquer pour qu'elle puisse être à notre portée. Ensuite, on rencontre les auteurs. Et une fois, à l'issue de cette rencontre, si ça match, on dit, bon, voilà, on voudrait bien le faire avec vous. Et là, on fait une proposition, un rendez-vous, etc. Ouais. Mais donc, il y a plusieurs étapes. Ok, écoute, très clair. On va continuer sur les programmes. On l'a évoqué, la chute de Lapinville. Lapinville, donc. Fiction, alors diffusée quotidiennement. Je ne sais pas si ça existait ailleurs, d'ailleurs. Ça, je n'avais pas vu encore. Alors, là, de ce que je sais, j'étais, il n'y a pas longtemps, dans une réunion des radios publiques d'Europe. Je crois qu'on est les seuls en Europe à proposer une fiction audio quotidienne. Donc là, pour l'instant, au départ, on était parti pour faire 200 épisodes finalement. Là, j'avais en faire 6 mois, c'était lancé en février de cette année. Donc là, on va en faire 380 au moins, on espère qu'on en fera plus. Mais donc, à une telle échelle, sur une telle durée, je crois qu'on est les premiers. Surtout avec cette forme qui est une forme quand même assez élaborée, c'est-à-dire que c'est des épisodes de 5 minutes mais dans lesquels on peut entendre 3 ou 4 personnages, où il y a plusieurs avec les scènes. voix, etc. Enfin, voilà, c'est pas travaillé. Juste quelqu'un qui lit une histoire, qui lirait c'est pas un audiobook, quoi. Non, voilà. Et c'est pas des monologues. Scénettes. Voilà, donc il y a vraiment, c'est un énorme boulot. Et je crois qu'on est les seuls. Et donc l'exemple que prend tout le temps Benjamin Habitant, qui est un des 3 auteurs, avec Vladimir Anselme et Laura Freducci, c'est Signé Furax, qui était une espèce de grand feuilleton quotidien qui a duré, je crois, plusieurs années en France, dans les années 50 et 60, quoi. Donc c'est... Voilà, et donc lui, c'est un peu ça aussi qu'il a en tête, de refaire vivre ce genre de choses. Et ça marche bien en termes d'audience, d'adoption, le public. Alors c'est quand même récent, on l'a dit, c'était en février, donc on n'a pas encore cette année 2 ans installée, mais c'est un succès. C'est un succès, ça marche vraiment bien. Là, ça a repris lundi. Oui, ça a repris, vous l'aviez annoncé. Voilà, ça a repris. avec Max, donc le footballeur, l'ex de Chloé. Voilà. De Chloé Bloomington, donc c'est lui qui va tenir un peu là les quelques épisodes qui arrivent. Et c'est ça aussi qui est très malin dans cette série, c'est que régulièrement, tous les 40 épisodes à peu près, le narrateur principal change.
et raconte à la fois des choses qu'on sait déjà et nous fait avancer dans d'autres dimensions et dans le temps et nous raconte d'autres choses qu'on ne savait pas encore. Et en fait, comme le narrateur change régulièrement, on n'a pas de sentiment de lassitude aussi, parce qu'à chaque fois, c'est comme une nouvelle histoire, un nouveau chapitre, etc. Et on retrouve quand même nos personnages. On retrouvera toujours Lapin, Spiruline. Ils sont tous là. Et comment c'est rapidement dans l'écriture et l'enregistrement, c'est quotidien, mais c'est pas enregistré de manière quotidienne, c'est des gros batchs une fois par semaine, par mois, je sais pas. En fait, alors ça, c'est Virginie Lacoste et Sahar Pirouz donc, qui ont organisé la production, et c'est une machine de guerre. J'imagine. Sans Virginie Lacoste, ce truc n'existerait pas. Il faut penser à elle chaque jour. Voilà, c'est fou ce qu'elle a réussi à faire. Donc les 3 auteurs, ils ont un travail de titan. Donc à la fois ils écrivent, mais il y en a certains qui réalisent aussi. Et Benjamin Habitant, il est en plus une sorte de directeur artistique de la série, donc il réécoute tout de toute manière. Donc il y a une espèce de... Voilà, je pense qu'ils sont devenus des habitants de Lapinville. Je ne sais pas s'ils arrivent à faire autre chose dans la matrice de Lapinville. Et donc en gros, on enregistre les épisodes 10 par 10. Et en gros, on enregistre 10 épisodes en 3 jours, on les monte en 5, on les mixe en 3, alors peut-être que j'ai inversé, enfin bref, c'est ce genre de... Mais c'est quand même une cadence... C'est une cadence dingue. Là, par exemple, dingue, oui. Moi, je suis en train de lire les épisodes 170, on diffuse les 116, mais j'ai écouté... moi, les 116, je les ai écoutés il y a 15 jours. D'accord. Donc, c'est... Ouais, ça prend du temps, c'est très présent dans vos quotidiens. Ouais, c'est hyper c'est une fiction quotidienne, mais c'est aussi votre quotidien. Et c'est vraiment... Et le système d'écriture, donc ça, c'est Laura Freducci, qui, elle, vient de la télé. Enfin, elle fait pas du tout que de la télé, elle écrit plein d'autres choses, mais en tout cas, elle connaissait l'univers de la série quotidienne télé, donc elle connaissait cette mécanique, et elle a pu apporter une méthode à Vladimir et à Benjamin pour réussir à ce que ce système d'écriture... Donc, en gros, il y a un auteur qui écrit la V1 des épisodes. Les 2 autres, pendant ce temps-là, regardent les V2 et ensuite, Benjamin s'occupe des V3 et ça tourne, quoi. C'est-à-dire que les V1 par batch. Voilà, c'est un système de fou, quoi. Mais bon, ça marche bien, vous êtes content, c'est reparti. Et qu'est-ce que t'aimerais pour la suite de Lapinville ? Que ça continue toute la vie. Parce que, je me dis, c'est comme... c'est des séries qui sont un peu comme South Park ou comme les Simpsons. En fait, Plus belle la vie aussi. Ouais, Plus belle la vie, le jumeau maléfique de Plus belle la vie. Voilà, c'est comme ça que c'est présenté. Il y a ce côté petit... Enfin, unité de lieu, mais avec la possibilité d'avoir énormément de personnages et en fait, c'est infini, quoi. C'est-à-dire que ça peut... Tu vois pas comment ça pourrait se tarer en termes d'idées et d'histoire, en tout cas. Après, c'est ce que les gens continuent de suivre. Et après, les auteurs sont... Enfin, c'est 3 auteurs hyper inventifs. Et moi, je ris en le lisant. Après, je ris de nouveau en l'écoutant. Enfin, c'est vraiment... Ils sont trop forts. Donc, c'est une belle réussite. Bravo à tous dans l'équipe. C'est une idée. En plus, ce qui est drôle aussi, c'est que typiquement... Je pense que ni Sylvain ni moi, on se serait dit, tiens, on va aller dire à Arte qu'on veut faire une fiction quotidienne. Le truc coûte hyper cher, c'est hyper risqué. Donc jamais on aurait... c'est-à-dire que c'est le truc que aucun... Casse-gueule probablement par rapport à ce que vous faites. Aucun responsable éditorial va proposer ça avec le budget qu'on a et tout. Donc c'était vraiment une envie et une idée de la direction. Si vous faisiez, ils ont dit à Arte Radio, si vous faisiez une fiction quotidienne, ce serait super. Ils ont mis le budget à disposition. Donc, en plus, alors, qui a eu cette idée là-bas Alors, c'est Boris Razon qui a eu cette idée. Et voilà. Donc, il a eu le nez creux. Derrière, il a embarqué tout le monde, il y a le budget et ça marche. Donc, ça, c'est en espérant que ça inspire. Voilà, la chute de Lapinville, je vous invite à écouter combien d'épisodes sortis Là, c'est lundi, c'était le 116. Le 116. Donc, il y a un peu à rattraper. Voilà. Voilà, entre 5 et 7, 8 minutes des épisodes. Ça se fait bien. Ça s'écoute bien. On parlait un peu des programmes transversaux tout à l'heure et j'allais dire, voilà, est-ce qu'il y a des choses à faire avec la chaîne télé ? Est-ce que tu leur parles ? Alors là, ça venait pour Lapinville, c'est un peu différent, mais est-ce qu'il y a des choses à faire avec le programme d'Arte Radio sur Arte Télé ? Alors déjà, en fait, ça se fait dans l'autre sens. C'est-à-dire que, par exemple, 28 minutes, qui est le magazine quotidien culturel actu d'Arte, est disponible en podcast sur Arte Radio. Un autre programme d'Arte qui s'appelle Les Idées Larges, qui est présenté par Laura Rem, est proposé aussi en podcast sur Arte Radio. Donc, ça marche dans ce sens-là.
relativement simple, quoi. C'est vrai. Voilà, tu il faut récupères que ça reste d'ailleurs simple, parce que Ouais. sinon, nous, on va devenir fous. Mais en tout cas, donc c'est possible. Et ça, évidemment qu'on regarde, nous, ce qui se fait à Arte, et on essaie de réfléchir à des choses qui pourraient être disponibles en podcast, et où l'image ne manquerait pas, parce qu'évidemment, Arte produit des programmes avec de l'image. C'est de l'image avant Et tout. pas de l'image accessoire, voilà, une Oui, image oui, essentielle. c'est... Quoi. Et ce qu'on essaye de mettre en place aussi, et ça on a commencé à le faire l'année dernière, c'est d'imaginer des programmes ensemble. C'est-à-dire, là par exemple, on est en train de travailler sur un programme autour des histoires d'espionnage, je vais rester floue, et qui est à la fois pensé pour être pour l'image, donc avec un travail d'animation, mais qui sera aussi Qui un pourrait podcast. vivre aussi en audio. Et qu'on pense comme ça dès le départ. Et qu'on pourrait suivre l'un ou l'autre, ou Voilà. les deux, sans forcer les usages. Voilà. Donc ça, on essaye d'imaginer des choses comme ça, et on se dit que ce serait malin de le faire de plus en plus. Et puis évidemment, nous, on est désormais assez régulièrement présents sur les bandeaux et dans des bandeaux horizontaux comme ça sur le site d'Arte. Ouais. Et évidemment qu'on aimerait l'être encore plus, parce qu'on veut être partout. Parce que vous êtes partout, vous faites Voilà. des super programmes. Voilà. Donc il y a encore des choses à faire, mais des fois c'est autour ça peut venir d'un projet, Ouais, voilà. comme vous allez le faire. Il y a plein de choses qui se font comme ça en réflexion ensemble, quoi. Bon. Et pour 2025, c'est quoi tes objectifs chiffrés? Chiffré, non. Alors, on n'a pas... Chiffrés, non, ça on l'a dit. On n'a pas d'objectif chiffré. Mais voilà, si toi tu te dis un peu ta grande... Vraiment là, je sors du côté évidemment argent, c'est pas ce qui nous intéresse là chez Arte Radio, mais tes objectifs, toi, tu te dis c'est quoi un peu tes 3 grands objectifs? Bah alors là, déjà, on a lancé 2 flux, deux propositions là récemment. Donc, il y a un flux qui s'appelle Polisson, qui est donc un flux jeunesse, qui est la nouveauté. Donc, Arte Radio a un flux jeunesse. Alors, qu'est-ce que tu appelles un flux, pardon, pour être sûr qu'on soit... C'est-à-dire qu'on a un podcast qui s'appelle Polisson, et dans lequel on pourra trouver à la fois des petits documentaires, donc des enfants qui racontent une histoire à la première personne, et aussi des fictions. Et donc, les gens vont sur le... Par exemple, sur Spotify, ils ont ce podcast avec son identité graphique, et dedans, ils pourront trouver différents types de programmes pour les liés enfants. à Polisson. Voilà, donc Polisson. Donc ça a été lancé cet été, avec pour commencer une fiction magnifique donc de Adèle Ponty et Claude Ponty et Sabine Zovigian, donc qui s'appelle L'île au blabla, qui est en, si je dis pas de bêtises, 7 épisodes, mais peut-être que je me trompe, à peu près plus ou moins, et qui est une fiction magnifique, hyper élaborée, hyper sonore, avec des musiques de Camille. Vraiment quelque chose de magnifique. Il y a aussi 2 autres fictions. Non, pour l'instant, il y a Jean Chat, Voix dans le noir, et bientôt L'envol d'Osvaldo. Et puis donc ces petits documentaires, ces enfants qui racontent des histoires à la première personne, ça s'appelle Le jour où. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a lancé récemment. Et donc, notre idée, là, pour l'instant, c'est de le faire exister, de le faire vivre, qu'on en de parle, le développer, qu'on en parle. Voilà. Et de la même manière, là, il y a un podcast qui vient de démarrer qui s'appelle Délit mineur. C'est Séverine Cacpeau, donc une chercheuse en sciences de l'éducation à Paris 8, Saint-Denis, et qui est aussi assesseure bénévole, et qui raconte son expérience d'assesseur bénévole, c'est-à-dire qu'elle juge dans les affaires au tribunal des mineurs de Bobigny. Et donc, elle raconte ses affaires, évidemment en anonymisant et en changeant, on reconnaît personne. Mais donc, elle raconte ses affaires et le fonctionnement de la justice des mineurs. Donc ça, déjà, on veut faire exister ces programmes, faire en sorte que les gens les découvrent, les écoutent. Donc ça, c'est notre objectif, parce que c'est long d'installer un... Ouais, et c'est justement un peu le sens de ma question suivante, c'est clairement, le marché n'est pas le même qu'en 2002, quand vous êtes lancé. Il y a pléthore de programmes, voilà, je ne sais pas combien de dizaines de milliers peut-être de programmes il existe en français sur des podcasts. Comment est-ce que tu t'arrives à te démarquer, à sortir du lot et que les gens vous écoutent? Déjà aussi parce qu'on a ce confort de pouvoir donner plus longtemps la chance à un podcast que quelqu'un qui n'a pas l'assise financière qui lui permet. Donc ça, nous, on a quand même plus de temps pour faire vivre et exister nos programmes, et ça, c'est vraiment une chance et un privilège, et on est très heureux. Après, c'est beaucoup de communication, ça passe par... on avait donc Stella Defeder qui s'occupait de la distribution et de la communication sur les réseaux sociaux, donc qui est partie vivre d'autres aventures, et je crois qu'elle est très contente, et elle a été remplacée par 2 personnes.
Et en fait, on essaye de développer et de vraiment donner de l'espace à la question des réseaux sociaux, du community management, de notre manière de communiquer sur les réseaux sociaux. On essaie de développer des vidéos à faire tourner. Voilà, on essaye de développer plein de choses pour... voilà, sur YouTube, on est très présent. Pour qu'on vous découvre, qu'on vous voit et ça, qu'on c'est vous vraiment écoute. notre gros enjeu pour l'année à venir, c'est vraiment de réussir ça, c'est-à-dire à être découvert par plus de monde. Parce qu'on se dit que potentiellement, la Terre entière pourrait vous écouter. Nous écouter. Bien sûr, un peu d'IA pour traduire automatiquement vos podcasts et puis tout le monde vous écoute dans le monde, quoi. Voilà. Et donc c'est passé de 2 à 20 millions en 2025 voilà, d'écoute. Exactement. Donc, on est voilà, très simple. Très facile. Non mais voilà, donc en gros ça c'est vraiment la découvrabilité voilà. Et vous faire le marketing, quoi, voilà. un peu de donc marketing. Ça vraiment il faut qu'on s'y attelle, et donc là il y a Victor Candelaft qui vient d'arriver, donc, et Stéphanie Poncelet qui sont donc les 2 personnes qui ont remplacé Stella et qui donc s'attellent à ça. Il y a une alternante avec eux qui travaille là-dessus et donc on essaie de développer ça. On travaille beaucoup avec le service des chaînes sociales d'Arte, qui est un super service et avec lesquels on travaille hyper bien. Et donc voilà, c'est vraiment ça qu'il faut qu'on développe. Et on a un programme qui est encore vraiment juste à l'état de projet, donc je ne peux pas en dire beaucoup, mais c'est un projet à la fois historique et politique et qui va être super. Un gros programme pour 2025 à venir sur Arte Radio. C'est déjà des beaux gros objectifs. Voilà. C'est pas mal. Si tu fais tout ça, ce sera pas mal. Je voulais juste avoir un peu ton avis sur le marché du podcast que tu connais bien, qui a beaucoup évolué, je le disais, et on sent un peu se fissurer, je disais, puisque cet été, tu as vu la liquidation judiciaire de Moustique Studio, Paradiso, qui avait racheté Binge. On sent qu'il y a besoin de concentration. Comment est-ce que tu... Pas juge, le mot est trop fort, mais qu'est-ce que tu en penses un peu de ce marché du podcast en France, notamment ? Déjà, nous, je le redis, on a une position plus confortable, pourvu que ça dure. Le service public n'est pas gravé dans le marbre, on le sait. Mais en tout cas, voilà, on a cette situation qui est quand même assez confortable par rapport aux autres. On se rend bien compte parce qu'on les rencontre beaucoup, les gens de Binge, les gens de Louis, les gens de Nouvelles Écoutes, on les rencontre quand on est dans des festivals, on discute avec eux. C'est hyper dur, c'est un marché hyper difficile, hyper concurrentiel, et on le sait, et voilà. En plus, on est des auditeurs. Moi, j'écoute beaucoup de programmes de Binge, j'écoute des choses de Nouvelles Écoutes, donc on sait, la qualité elle est là, et c'est à bientôt de te revoir. Moi, j'adorais. J'écoute. Les programmes, ce que propose Victoire Tuaillon, Les couilles sur la table, le cœur sur la table, c'est super. Sur Nouvelles Écoutes, il y a eu Mon Odyssée, le podcast de Lorraine Olliel. Enfin, il y a plein de choses, on les écoute, quoi. Donc pour nous, c'est hyper important que ces studios indépendants, ils restent là et qu'ils continuent à exister. On sait qu'il y a des petits studios qui ferment, et c'est ça qui est dommage, c'est que c'est les plus petits qui du coup faisaient des trucs vraiment un peu originaux, un peu différents, qui ferment en premier, et il y a déjà plein de studios tout petits qui ont fermé, et c'est vraiment dommage, quoi. Donc après, moi je suis pas une spécialiste de toutes ces questions-là, justement parce qu'on n'est pas dans les mêmes problématiques. En tout cas, en discutant avec eux, je vois la difficulté, et je vois la grande difficulté. Et puis des modèles économiques en dans France, le podcast. on paye pas pour un podcast, quoi. Non. Et puis c'est un relativement quand même petit marché. Donc voilà. Donc je te demandais pas une solution miracle. Je te rassure. Après, je pense que l'État, clairement, de la même manière que l'État finance le cinéma, que l'État finance aussi par des résidences, la presse ou l'écriture, il faut financer le podcast, et notamment les petits studios indépendants, parce que sinon il y aura plus de... Il y a aucune aide aujourd'hui pour ces studios-là. Non, il y en a aucune. Il y a eu une bourse pour les auteurs et les autrices de podcasts qui a existé pendant 3 ans. Donc il y a eu 3 sessions où on donnait sur projet une bourse d'écriture aux auteurs et aux autrices de podcasts. Vous, chez Arte Radio ? Non, le ministère de la Culture a mis en place. Mais bon, cette bourse, elle n'existe plus. Et donc, il faut, je pense que l'État, là... Enfin, je pense que l'État, ça veut rien dire. Non, mais ce serait bien, ça vraiment par rapport à la qualité, ce soit un secteur, exactement, aider aussi, quoi. De ces productions qui ne sont pas des programmes faciles à monétiser, qu'on ne peut pas sponsoriser, la pub est compliquée, etc. autour de ça, donc des aides. Mais effectivement, il y avait cette association... dont je n'ai plus le nom là, immédiatement en tête, mais en tout cas qui s'est structurée justement pour pouvoir parler, avoir un interlocuteur unique et parler un peu à l'État pour qu'il y ait des aides sur ce secteur. On suivra ça. Dernière question, qu'est-ce que alors tu as parlé de plein de programmes quand même audio que tu écoutes, mais qu'est-ce que tu lis toi, ou tu regardes en premier le matin ? Quel média ?
Alors, le matin, généralement, j'écoute des trucs. Je me dis, oh là là, faut que j'écoute ça. Je l'ai toujours pas écouté. Donc, généralement, le matin, je fais du rattrapage. Donc, moi, c'est plutôt le soir, en fait, que je lis ce que je devrais lire le matin. Enfin, il y a une espèce de décalage. Ouais. Donc, après, c'est pas très original. Comme tout le monde, je regarde Le Monde, Mediapart, Libération. Je regarde beaucoup Society. Je regarde Street Press. Enfin, voilà, je regarde plein de choses. Voilà, du très gros au petit. Voilà, pour se tenir au courant. Un truc assez complémentaire. Voilà. Et puis après, j'écoute de tout, de la fiction, du documentaire, du magazine. T'as le temps de faire tout ça? Ouais. Alors, c'est très mal, mais donc je fais beaucoup de vélo. Ouais. Je me suis acheté un casque ouvert. Le fameux Shox. Voilà, c'est ça. Donc, mais t'as raison de le dire, c'est bien, il vaut mieux ça que des casques classiques et prendre le risque en vélo. Donc j'écoute très bas, du coup, parfois j'entends un tiers de... voilà, il y a des choses qui m'échappent dans ce que j'écoute. Mais donc j'écoute beaucoup sur tes trajets. Voilà, sur mes trajets. Et quand je prends pas mon vélo dans le métro, j'écoute beaucoup. Donc oui, j'écoute pas mal. Ouais. Top. La dernière question qui est un peu le gimmick du podcast, qu'est-ce que t'as un truc cool à nous faire découvrir? Alors, il y a un truc trop cool que j'ai écouté il y a quelques temps déjà, donc ça date, mais c'est un podcast de la BBC, c'est une comédie musicale politique qui s'appelle Magnitsky. Alors, je me le suis noté pour pas l'oublier. Où est-ce que je l'ai mis? Voilà, Magnitsky The Musical. Voilà. Je mettrai le lien. Voilà, c'est une comédie musicale politique sur les oligarques russes. C'est hyper intelligent politiquement, hyper intéressant, et c'est une comédie musicale avec les moyens de la BBC, c'est dément. Ah oui. Donc ce truc est fou. Voilà, donc je vous recommande d'écouter ça. Bon, écoute, c'est super, voilà. Je mettrai le lien pour que tout le monde puisse aller écouter ça, gratuit aussi, le service public à l'anglaise. Merci beaucoup Perrine pour ton temps. Pas de problème, avec plaisir. C'était un plaisir de t'avoir. J'espère que cet épisode vous a plu. Alors, je l'ai dit, évidemment, Arte Radio, on peut le retrouver sur le site, sur l'application mobile qui va changer bientôt. C'est en cours de refonte et toutes les plateformes d'écoute. Et toi, on peut te suivre sur quoi alors, je suis pas hyper active, donc ça va pas être passionnant. Mais sur Instagram et sur X, que je continue à appeler Twitter. Voilà, donc @PerrineKervran1 sur X et perrine.kervran sur Insta. Top. Mais voilà, vous allez pas... C'est pas ouf. Hein. Non, voilà, parce que tu travailles beaucoup et puis que tu écoutes plein de programmes, donc t'as pas le temps de faire ton marketing perso. Merci beaucoup, Perrine. Et je m'excuse auprès de Morgane Navarro d'avoir galéré à retrouver son nom comme ça, c'était pas génial, mais la BD est vraiment super. Ouais, voilà, donc t'es rattrapé en refaisant la publicité. Et pareil, je mettrai un lien vers la BD, comme ça, si jamais ça vous dit d'aller l'acheter et la lire, vous pourrez. Merci. Merci. Et merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. Je vous dis à bientôt. Salut. Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosavostra.com. Portez-vous bien.